Mon top 6 de voyage et histoire nous mène pas très loin de chez nous. Nous sommes à Venise, en Italie. On ne pouvait ne pas évoquer dans cette vidéo et dans notre classement les beautés de la place Saint-Marc et du Palais des Doges. Ah, le pont des Soupirs, les gondoles. Nous avons fait un beau voyage en amoureux avec ma moitié, Nadia, et j'en garde un souvenir impérissable. Véritable labyrinthe de mythes et de légendes, de Casanova à Titien, en passant par le Tintoret, Napoléon, Henri III. Combien d'artistes, George Sand, Musset, combien d'artistes et de personnalités de haut rang sont tombés amoureux de cette ville à nul autre pareil. Nous sommes à l'entrée du Grand Canal, l'artère principale de Venise qui servait également de port aux négociants, aux riches négociants vénitiens qui commerçaient avec l'Orient et l'Occident. Tous ont voulu se faire construire ici leur magnifique palais, symbole de leur richesse et de leur réussite, c'est vrai, mais également lieu de leur commerce et de leur métier. La plus belle avenue du monde, certains le pensent en tout cas, Grand Canal, derrière moi. Dans des temps très anciens, il n'existait ici que des marécages, des îlots hérissés de roseaux et au milieu serpentait mollement un petit rio qui allait se jeter un peu plus loin dans la lagune. Aujourd'hui, le Grand Canal qui dessine un S au milieu de Venise, c'est un peu le fantôme, le fossile de cette petite rivière des origines. Il est évident que les hôtes de marque, les grands personnages pénétraient à Venise par la mer et le bassin de Saint-Marc et le fameux Canalezzo, le grand canal où nous sommes aujourd'hui. C'est là qu'ils en prenaient plein les yeux et plein les mirettes, hein, avec les bâtiments prestigieux de la monnaie en passant par les douanes jusqu'au grand Palais des Doges. Le Grand Canal d'il y a 5 siècles offrait un tout autre visage. Imaginez des centaines de moulins qui utilisaient la force des marées pour fonctionner. Imaginez un schiero de nave, un chantier naval, hein, et imaginez également les grands vaisseaux de commerce remontant le Grand Canal pour livrer leurs marchandises. Il n'y avait pas de pont avant celui du Rialto, et donc on pouvait sans problème remonter tout le Grand Canal pour s'arrêter devant ces fantastiques palais entrepôts qui jalonnent le Grand Canal, dont les plus beaux sont évidemment Cadoro ou la Fondazione dei Tedeschi. Cadoro, le nom fait rêver. Il est derrière moi, l'un des palais entrepôts les plus beaux du Grand Canal. Elle est construite à partir de 1424 par un procurateur ambitieux. Il était recouvert de feuilles d'or, d'où son nom. Sachez qu'il est d'un gothique fleuri et raffiné, qui n'est pas sans rappeler Byzance. Enfin, sachez que le dernier propriétaire l'a légué à la ville de Venise pour en faire un joli petit musée à ne pas louper. On peut y voir du Titien, Carpaccio, etc. Bien se représenter à quoi ressemblent les fameux palais entrepôts vénitiens, la Cadoro est peut-être l'un des plus beaux. Imaginez cette immense loggia, c'est peut-être le summum de la visite, même si c'est un musée avec beaucoup de peinture, mais on adore cet endroit. Assez fabuleux, on sent ici toute la richesse des appartements nobles.
des personnes qui habitaient là. En plus, cerise on the cake, personne. À l'entrée est à 6 € en réduction, 8 € si vous payez plein tarif. Bon, en ce moment, il y a des travaux pour une espèce de exposition qui va y avoir lieu dans la grande salle. On ne pourra pas la voir, mais descendez en bas. Au rez-de-chaussée, vous avez évidemment les grands entrepôts. Et là, rien à voir avec notre petit hôtel Pizzali. On est vraiment dans du lourd de chez lourd. Mais la salle est remarquable et puis il y a des expos un peu temporaires d'art moderne. Incontournable, évidemment, le fameux Rialto, le pont qui est derrière moi. Il n'a pas toujours eu cette allure. Au XVe siècle, il était en bois et amovible pour laisser passer les bateaux. Aujourd'hui, 16e siècle, c'est la pierre d'Istrie, évidemment. C'est l'un des grands monuments de Venise. On ne peut venir à Venise sans l'avoir vu, mais que de monde! Et les produits d'autrefois, je vous rappelle que Venise était le centre économique du monde. Produits d'Orient et d'Occident faisaient ici escale, c'était un véritable carrefour. Malheureusement, les choses ont bien changé. C'est plus du Made in China sur le pont aujourd'hui que de l'or et de la soierie. Les joies du Rialto. À Venise, sans la foule. C'est ici que battait le cœur économique de la Sérénissime. Ici aussi qu'on encaissait les taxes. Vous avez vu tout à l'heure les bureaux qui ont été aujourd'hui remplacés par des petits cafés ou des magasins. Sachez enfin qu'il y a un joli marché au pied du Rialto à faire tous les matins. Là on est un petit peu tard, il commence à remballer un petit peu. Marché aux poissons, marché aux légumes, si vous voulez faire un petit pique-nique pour midi. La plus belle vue sur le Palais des Doges, elle est là. Il est derrière moi, nous sommes sur l'île de San Giorgio, en face. C'est vrai que quand on est sur la place Saint-Marc, très difficile d'avoir du recul ou d'admirer cette beauté pseudo-byzantine du Palais des Doges. Par contre, en face, sur la petite île de San Giorgio, regardez le spectacle, là vous avez une vue sublime. Et dernier bon plan, Club des Baroudeurs, plutôt que de monter dans le campanile surpeuplé de la place Saint-Marc pour avoir une vue sur Venise, montez dans celui de San Giorgio. Quasiment personne, une vue tout aussi belle et même peut-être plus belle sur Venise, en face. N'est pas sans rappeler un palais oriental. Et quand on sait que Venise était la reine du commerce avec l'Orient et que Byzance était son modèle, on comprend aisément le modèle que vous avez derrière moi. C'est véritable un chef-d'œuvre, je vous l'ai dit, c'est l'incontournable de tout voyage à Venise, le fameux palais des Doges. Sa façade uniforme est elle aussi d'un symbolisme parlant. Elle symbolise vraiment l'unité et la beauté de la cité des Doges, celle qu'on surnommait la Sérénissime. L'une des merveilles
du Palais des Doges et derrière moi, la porte de la Carta, qui est l'entrée d'honneur du Palais des Doges. Au-dessus de la porte, les symboles de Venise sont gravés dans la pierre. Vous avez un lion de Saint-Marc ailé, évidemment, agenouillé devant lui, le Doge, évidemment, symbole politique de la ville. Et tout en haut, l'autre symbole, la justice. Difficile d'imaginer qu'en 1173, nous avions derrière moi qu'un simple château fort. Il faudra plus d'un siècle pour en faire ce véritable chef-d'œuvre, cette dentelle de l'art gothique. Allez, dernièrement, un incontournable, évidemment, de tout voyage à Venise, le fameux Ponte dei Sospiri, le pont des soupirs, qui n'a rien à voir avec le soupir des amoureux qui passent devant, mais plutôt à celui des prisonniers qui passaient à l'intérieur pour rejoindre la prison des Plombs, tristement célèbre. Il est l'emblème de la ville. La visite à ne pas louper quand on vient pour la première fois à Venise. Ici, tous les styles architecturaux se mêlent. Le style byzantin, le style gothique et le style renaissance. D'ailleurs, dans la cour d'honneur du Palais des Doges, les trois styles se marient assez harmonieusement. Il faut savoir qu'il a été complètement brûlé par un incendie et que les plus grands artistes de l'époque ont œuvré à sa restauration. Palladio pour l'architecture, Aspetti pour la sculpture, Titien, Le Tintoret, Véronèse pour la peinture. Paradoxalement, alors que Venise est en déclin au XVIIIe siècle, jamais le palais n'aura été aussi beau qu'à cette époque, véritable instrument de propagande au service des doges. La pièce maîtresse de la cour d'honneur du Palais des Doges est derrière moi, le fameux escalier des géants. C'est ici que les Doges étaient élus en grande pompe. C'est ici aussi, pour la petite anecdote, que Casanova s'est enfui de la prison des Plombs, le seul prisonnier à s'être enfui. Il est sorti tranquillement par là et a retrouvé la liberté à la Porta dei Cara qui est juste derrière moi. L'escalier d'honneur qui monte et qui va dans les pièces principales, les pièces d'honneur, est véritablement fabuleux. On l'appelle l'escalier d'or et ce n'est pas pour rien, en stuc blanc et au plafond levé la tête, c'est de l'or, 24 carats. On commence par la salle des 4 portes, parce qu'il y a 4 portes. Levez la tête, en haut, toile du Tintoret, superbe. Cette grande toile également qui représente, je vous en ai parlé à l'Arsenal, la visite d'Henri III ici à Venise, rappelez-vous. Également, sachez que c'est ici que les ambassadeurs étrangers attendaient avant d'être introduits auprès du Doge. La salle du collège, reconnaissable au siège qui est là-bas. C'est ici que le Doge se réunissait, on voit son siège, et au-dessus, la fameuse toile de Véronèse qui rappelle la bataille de l'Épante. La salle du Sénat, dit salle des Pregadi, puisqu'ils étaient priés de demander aux Doges la possibilité de participer aux réunions. Sachez également que
C'était le siège du pouvoir législatif. La salle du Conseil des 10. Encore une boccade à la verita, il y en a dans tout le palais. Hein. On met le petit mot, on fait la dénonciation, il y avait des espions partout, je vous le rappelle. Hein. Nadia est une petite coquine. Je mets le papier et puis on n'avait plus qu'à aller. Et on venait récupérer le papier pour lire éventuellement tout ce qui avait été, les gens qui étaient dénoncés. Je vous rappelle que Venise était un véritable nid d'espions. D'ailleurs, la délation était plutôt encouragée financièrement. Mais la salle majeure, celle pour qui on vient, celle pour qui on est estomaqué, pour qui on est ébloui, c'est la salle du Grand Conseil. Lieu de tous les pouvoirs, aux dimensions exceptionnelles, et qui donne le tournis, jugez plutôt, 54 mètres de long, 25 mètres de large, 12 mètres de haut, la plus grande pièce jamais construite à cette époque. C'est ici que siégeait le Grand Conseil, présidé par le Doge, 1700 membres, à son apogée. Les membres du Grand Conseil étaient triés sur le volet, 1700 c'est vrai, mais il fallait d'abord avoir plus de 21 ans et être issu de familles nobles depuis 3 générations. Autant dire que ce n'est pas n'importe qui pouvait siéger ici, vous vous en doutez. Si la salle a des mesures extraordinaires, que dire de la pièce maîtresse de la salle du Conseil? Elle est derrière moi, la célébrissime peinture du Tintoret, le Paradis. Et cette toile n'est pas là par hasard. Regardez, le Saint-Esprit est en dessus et fait descendre un halo lumineux jusqu'au siège du Doge. Le symbole est évident, symbole de bonne gouvernance. Tout est symbolisme ici. Partout, des scènes de bataille, la bataille de Lépante évidemment, je vous en ai parlé tout à l'heure. Victoire pour Venise, mais en trompe-l'œil. Il faut savoir que le Doge n'avait qu'un rôle purement représentatif et que peu de pouvoir finalement. Au moment de son élection, il devait quitter son palais privé et venir s'installer ici, avec toute sa famille, armes et bagages, et ne plus en sortir que pour les fêtes, manifestations et autres grandes cérémonies officielles. Une sorte de prison dorée, en somme, mais quelle prison! Si le Doge était la figure emblématique de la République vénitienne, le pouvoir vénitien avait lui de multiples visages, comme la cité des Doges elle-même. Sachez que le pouvoir exécutif du Grand Conseil, ou le pouvoir législatif du Sénat et le pouvoir judiciaire du Conseil des 10 étaient partagés par les grandes figures aristocratiques de la cité. Une cité de marchands, certes, mais qui se partagent bénéfices et pouvoir, en somme. Direction maintenant le pont des Soupirs. Sachez que cet étroit passage a été réalisé en 1614 pour relier le palais des Doges aux nouvelles prisons. Une fois ici, rien n'indique que vous êtes sur le fabuleux pont des Soupirs, superbe de l'extérieur en pierre d'Istrie. À l'intérieur, par contre, c'est du vieux plâtre, c'est de la vieille brique. Seule la vue sur le Grand Canal nous rappelle qu'on est sous le fameux Ponte dei Suspiri. À l'époque romantique, on aurait dit que c'est parce que les prisonniers qui passaient pour aller en prison soupiraient. Le malheur, évidemment. En 2 minutes à peine, on passe du faste, des dorures et de la lumière
à l'ombre et à la face noire, à l'histoire noire de Venise. Passé le pont des soupirs, les prisonniers ne revenaient jamais. Opposants politiques, tous ceux qui constituaient une menace pour la Sérénissime étaient arrêtés ou dénoncés par les Bocca della Verità. Et les prisons de cette époque devaient être pleines. On est ici au cœur de ces prisons. Attention à ne pas confondre avec celles qui étaient sous les toits, les plombs d'où s'est échappé Casanova. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le confort était spartiate. Deux bouts de bois, on peut appeler ça, sans doute une paillasse dessus, un trou dans le mur pour vous donner sans doute votre repas, qui devait être assez frugal. On n'était pas au 5 étoiles ou au Pisani où on loge, quand même, il fallait pas déconner. S'échapper, mec. Allez, pour avoir un beau point de vue sur le pont des Soupirs, la salle de la Gorgavia dei Communs. Et là, il y a le bon pont des Soupirs avec les belles gravures, les têtes de lion, etc. On était là-dedans il n'y a pas 10 minutes. Toutes les pièces qui suivent la sortie de la prison sont dédiées aux organes de la justice. Au milieu de la place d'honneur du Palais des Doges, on ne peut que se mettre à la place des personnes qui, autrefois, pénétraient ici, éblouies, intimidées, apeurées. En tout cas, le Palais des Doges était fait pour frapper les esprits. Et c'est plutôt gagné puisque des siècles après, on est toujours émerveillé et étonné devant une telle merveille. Allez, un petit coup d'œil avant de sortir et de quitter le Palais des Doges aux statues des fameux tétrarques qui sont derrière moi. Statues du IVe siècle. Il se pourrait que ce soit des empereurs romains, alors on pense à Constance, Maximien, Valérien et Dioclétien, mais une autre légende voudrait que ce soit des Sarrasins, des morts, des Arabes quoi, qui auraient tenté de voler des trésors de la basilique et qui auraient été complètement pétrifiés sur place. Alors là, bienvenue sur la plus belle place du monde, l'une des plus belles en tout cas, hein, San Marco, derrière moi. Sachez que Saint-Marc en fait est deux places en une. La première, au pied du campanile, ouvre sur la mer, là où le destin de Venise s'est écrit. La seconde donne sur le musée Correr, juste derrière, beaucoup plus fermé. Là aussi, le destin financier de Venise était discuté. Sachez que cette place fabuleuse et majestueuse des monuments emblématiques, Palais des Doges, la basilique Saint-Marc évidemment a inspiré et fasciné des milliers d'artistes qui sont tous tombés en fascination et en amour devant la Sérénissime. Aussi, la basilique, la queue commence ici. On est au moins à 200 mètres
Allez, dernier incontournable de notre journée marathon des incontournables sur Venise, la basilique Saint-Marc, évidemment, au coucher du soleil, le soir, fabuleux. Sachez qu'elle a été construite au 9e siècle dans le style byzantin, c'est pas sans nous rappeler, en effet, Sainte-Sophie, à Byzance. Bon, Venise était fou de Byzance, hein. Regardez bien en haut, petite anecdote. Le quadrige, les chevaux de Saint-Marc. Hein. Il s'agit de chevaux justement qui viennent de Byzance, de Constantinople, pillés en 1204 pendant la 4e croisade. Ils sont représentés ici quasiment comme des trophées de guerre. Et si on regarde bien, le portail central de la basilique ressemblerait presque à un arc de triomphe. Mais au fait, qui était Saint-Marc? Une figure emblématique du christianisme, certes, mais c'était qui? Saint-Marc était l'ami de Saint-Pierre, l'auteur du 2e évangile, mis à mort en martyr et enterré à Alexandrie. Juin 826, un navire marchand quitte Venise et la place Saint-Marc, direction Alexandrie en Égypte. À son bord, 2 aventuriers ont une mission secrète, rapporter des reliques parmi les plus saintes pour concurrencer Rome et son Saint-Pierre. Quelle histoire rocambolesque, quelle aventure! Ils vont traverser toute la Méditerranée, arriver à Alexandrie, se faire passer pour des marchands, arriver jusqu'aux reliques, piquer les reliques au nez et à la barbe des Coptes d'Égypte, et surtout, mais comment vont-ils faire pour les ramener jusqu'au bateau et traverser toute la ville avec un corps humain dans les poches? Pas évident évidemment, mais les gars ont de la suite dans les idées, malins. Ils vont cacher les morceaux du sein au milieu de morceaux de viande de porc. Arrivés chez les douaniers, Cansir, porc, on ferme le tout et on les laisse passer. Les 2 aventuriers vont ainsi pouvoir rejoindre Venise, mission accomplie. Venise devenait l'une des capitales du monde chrétien et en même temps la digne héritière de Byzance, la 3e Rome, en somme. L'histoire n'est pas terminée. En effet, la première église construite pour accueillir les reliques en 828 va être complètement ravagée, détruite en 976 par le terrible incendie de Venise, hein, qui en connaîtra d'autres par la suite évidemment. Hein. Les reliques vont disparaître en 1094 quand on va créer et inaugurer la nouvelle église. Il faut retrouver les reliques. Hein. On organise 3 jours de jeûne et au miracle, au bout du 3e jour, les reliques réapparaissent. Un bout de marbre du pilastre de la basilique s'ouvre en 2, laissant passer un bras de Saint-Marc. Un miracle, quand tu nous tiens. Bon, sachez que l'histoire de cette relique n'est pas terminée pour autant. Hein. Pendant plus de 1000 ans, les Coptes d'Égypte vont demander le retour de la relique sacrée. Sans succès, vous vous en doutez. Jusqu'à ce qu'en 1968, Paul VI fasse un geste et permette le retour d'une partie des reliques, hein, sur le Caire. Bon, attention, il s'agit d'une simple étoffe, hein, qui aurait recouvert le corps. C'est une relique de contact. Hein, on est généreux à Rome, mais il ne faut quand même pas déconner. Enfin, sachez qu'on va construire au Caire la basilique de Saint-Marc pour accueillir ce morceau d'étoffe sacrée. Alors, c'est assez incroyable donc de se dire que la basilique qui est derrière moi et toute l'histoire de Venise est finalement fondée sur un vol de reliques. Alors, c'est un mythe fondateur, vrai ou faux, on n'en sait rien. En tout cas, c'est assez extraordinaire. Et pour accueillir ces reliques extraordinaires, il fallait un écrin fabuleux. Il est derrière moi, une véritable merveille, la basilique de Saint-Marc.
L'intérieur de la basilique est superbe, à la fois mystérieux et sacré, avec des faux airs, une atmosphère orientale qui n'est pas sans rappeler Sainte-Sophie, que nous avons visité il y a quelques années. Sachez que c'est un véritable joyau de l'art gothique, recouvert de mosaïques dorées. D'ailleurs, la basilique a eu le surnom de basilique d'or. Ce n'est pas pour rien. Ça existe un autre bon plan, c'est de payer l'entrée de la basilique pour aller sur la terrasse, la fameuse loggia. Alors de là-haut, une vue magnifique sur la place, c'est vrai. Vous avez le fameux quadrige des chevaux qui sont ici à portée de main. Et surtout, on voit beaucoup mieux les mosaïques du plafond de la loggia. Enfin, il y a un super petit musée qui est vraiment pas inintéressant. Donc c'est peut-être le bon plan qu'on vous propose si vous voulez visiter la basilique autrement et éviter la foule. Bon, pour finir la journée en beauté, un petit apéro au Café Florian. 13,50 € quand même. La bière, on va éviter et on va se rentrer. L'un des emblèmes de la ville de Venise, la basilique Santa Maria della Salute. Cette basilique, l'essence même du baroque, est posée tel un phare rayonnant à l'entrée du Grand Canal. Imaginez plutôt cet ouvrage pharaonique a nécessité 1 million de pilotis en dessous pour stabiliser le monument. Sachez pour la petite histoire et l'anecdote qu'elle a été construite en 1630 à l'époque de la Grande Peste pour conjurer le sort. Pensez à lever la tête. 125 statues et surtout un portail énorme et sublime, l'essence même du baroque. Pensez à l'intérieur de la basilique, presque en face de l'entrée, à jeter un œil au-dessus de l'autel. Une œuvre majeure du Titien y est présentée. La descente du Saint-Esprit, 1555. La Mésopenditissa, la Vierge sacrée de la basilique. Et sur le maître-autel derrière moi, une tapisserie malheureusement la recouvre, mais elle ressemble à ça. Ce fameux icône date du XIIe siècle. Elle est la Madone du Salut qui a donné sans doute son nom à la basilique. En conclusion, c'est l'emplacement et le symbole qui est véritablement ici important. C'est pas la plus belle église qu'on ait visitée. L'intérieur d'ailleurs est assez décevant, assez sobre. Bon, à voir quand même.